Bonjour Alain Frodiguer. Bonjour Christian Tchoka. Je suis content de te retrouver. On va se dire tu, puisqu'on se connaît bien. On a travaillé ensemble de nombreuses années à la radio suisse romande ou radio-télévision suisse. Pourquoi ne pas s'en souvenir? Mais tu es là, Alain, pour cet épatant ouvrage. Alain Frodiguer, du management et autres chroniques, dans la collection Pan dans ton QI, chez Elie Selas. Il n'y a que cet éditeur épatant de Vevey pour nous rappeler que les collections peuvent avoir des titres vraiment sympas. Pan dans ton QI, du management et autres chroniques. J'aimerais juste, si tu me permets Alain, rappeler que tu es l'auteur de 10 ouvrages, de la fiction, de la poésie, des nouvelles, des réflexions, un pamphlet avec Stéphane Bovon autour de la postmodernité, que tu as été publié chez différents éditeurs depuis 2007, c'est bien ça Alain, 2007 ton premier ouvrage, dont un formidable récit sur la vie de Matti Nykänen, le mauvais génie, qui est paru à la Bacconnière en 2020 et qui a remporté le Grand Prix Sport et Littérature de l'Association des écrivains sportifs. Cette fois-ci, je l'ai dit, je crois, de façon juste. C'est tout à fait juste, non seulement le prix, mais la prononciation finnoise de Nykänen. Mais c'est toi qui me l'avais appris. Absolument. Parce qu'on s'était entretenu à la radio sur ce livre absolument épatant, complètement surprenant comme tout ce que tu fais, Alain. Parce qu'il y a chez toi un goût de la surprise. Peut-être aussi es-tu surpris par l'époque dans laquelle tu vis et que cet éveil surprenant, tu l'aménages dans ce dernier opus du management et autres chroniques. Alors, juste pour rappeler, il s'agit de 30 chroniques qui sont parues majoritairement dans la revue La Distinction, qu'on connaît bien, puisqu'elle attaque avec une ironie dévastatrice notre époque et elle décerne aussi le prix Champignac. Absolument. Donc la citation la plus surprenante d'un journaliste du Landerneau roman. La Distinction qui a publié ses chroniques entre 2007 et 2021, et puis il y a aussi Le Temps qui a accueilli une de tes chroniques, et puis Carnet d'archipel autour du monde sonore. Alors ce sont des textes, Alain, tu me diras si tu es d'accord avec ça, qui fustigent l'imbécilité contemporaine, il y a du travail, par le biais de la gestion, du management, de la computation universelle. Tu adoptes un ton faussement neutre, m'a-t-il semblé, mais authentiquement narquois pour sortir de ton carquois les flèches qui vont permettre de cibler cette gestion de la postmodernité qui s'est complètement généralisée autour du monde. Et je me suis demandé s'il y avait chez toi un petit côté flaubertien. Flaubert trouvait que la bêtise était la seule réalité humaine qui donnait un sentiment d'infini. On y est déjà. Et puis il y a aussi du Marx, puisque tu appelles tous les gérés du monde à s'unir, comme il disait lui-même, voilà, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et puis une première question, je me suis demandé aussi si tu fais partie de ces médecins atterrés et néanmoins sans frontières qui essayent d'ausculter l'époque pour en extraire les mots et peut-être les guérir. Alain, qu'en penses-tu? Alors, du côté de la médecine, non. Je suis assez éloigné du monde de la médecine. Et puis tout ce qui est thérapeutique du texte, de la littérature, de l'art en général, ce sont des champs qui, pour moi, sont surinvestis aujourd'hui. Il y a effectivement sans doute des effets, de tels effets en littérature également, mais ce n'est pas du tout dans cette optique que je travaille. Et puis ce sont des effets qui pour moi sont connexes. Il ne s'agit pas de travailler à dessein dans cette direction. Par contre, ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire... Enfin, on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Bah, tu feras comme vous voudrez. Ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelque chose de flaubertien. Flaubertien, je ne sais pas. En tout cas, Bouvard et Pécuchet a été une lecture importante et qui m'a beaucoup fait rire à l'époque. Oui, parce que tu en es inspiré. Je m'en suis inspiré pour mon premier livre. Et puis, l'éducation sentimentale ou Madame Bovary font aussi partie des livres qui ont compté pour moi. Et quant à Marx, alors je n'ai pas lu Le Capital, mais j'ai lu un certain nombre de textes de Marx, et ce qui m'a frappé chez lui, c'est son sens de la formule, que ce soit les eaux glaciales du calcul égoïste,
où un fantôme parcourt l'Europe, ou Un spectre. un spectre, pardon, un spectre. Honte, l'Europe. Voilà, et puis c'est effectivement une citation de Marx que j'avais utilisée au 4e de couverture d'un petit livre qui s'appelait Morgarten, et qui revisitait cette bataille suisse non sous la forme d'une tragédie, mais sous la forme d'une farce. Donc de ce côté-là, oui, tu as touché, tout à fait juste. Alors, tu fustiges avec Marx et Flaubert, et puis surtout avec ton propre clavier, Alain, cette gestionnite imbécile universelle. Donc c'est vrai qu'on en souffre tous. D'ailleurs, tu nous dis bien combien on est tous concernés par cette computation universelle. Et puis tu pars des années de l'immédiate après-guerre, 1945, pour voir éclore progressivement, avec ses 30 soi-disant glorieuses, cette gestionnite qui va gagner l'ensemble du monde capitaliste globalisé d'aujourd'hui, en commençant par nous rappeler ce qu'a été le New Public Management. Et je crois qu'il faut qu'on y revienne, même si ça paraît très technique, mais qu'on revienne à cette conception qui réhabilitait finalement le privé au cœur du public. Oui, alors pour faire bref, parce que sinon c'est une histoire assez longue et complexe, suite au désastre de la Deuxième Guerre mondiale, le politique, la gouvernance politique du destin des sociétés humaines est mise à mal, et on a envie de s'en remettre plutôt à un savoir rationnel et scientifique. Ça va donner lieu, déjà le marxisme avait de son côté une prétention scientifique, et du côté libéral, ça va donner lieu à ces théories du néolibéralisme et du New Public Management, dans lesquelles on va s'efforcer de laisser le moins possible de marge de manœuvre à l'État ou de marge décisionnelle, pour confier plutôt les décisions à une sorte d'automatisme, ou d'automatisme qui va se baser sur les théories naissantes de la cybernétique de Norbert Wiener, c'est-à-dire à la régulation des systèmes, une théorie de la régulation des systèmes où globalement en fait le motif de base c'est le thermostat. Si la température s'élève trop haut, une boucle de rétroaction s'enclenche et la température baisse automatiquement, et à l'inverse, si elle descend trop bas, la boucle de rétroaction s'enclenche dans l'autre sens et la température remonte, ce qui permet de garder le système en équilibre. Et d'inventer l'eau tiède. Et d'inventer l'eau tiède, ou en tout cas de la maintenir tiède. Oui. Est-ce que tu me permets, Alain, de rappeler que Norbert Wiener était juif et qu'il a voulu, à travers la cybernétique, s'attaquer par ce système le plus rationnel possible et autorégulé aux secrets qui avaient permis aux dictatures nazies et staliniennes d'écraser et de tuer des millions d'individus. Il y avait chez lui un projet quasiment politique, mais il pensait que la cybernétique viendrait à bout du secret des tyrannies. Donc là, on est dans une sorte de contresens, parce que la cybernétique est devenue, d'une certaine façon, notre tyrannie. Alors, si elle l'est devenue d'une toute autre manière. Elle s'est imposée de manière assez large à travers d'abord le monde de l'économie, parce qu'il s'agissait d'abord de réguler l'économie de cette manière. Et pendant longtemps, ça s'est resté strictement cantonné au monde de l'économie. Mais à l'apparition de ce qu'on appelait le New Public Management, qui en Europe déferle dans les années 70-80, à l'époque de Reagan et de Thatcher, ces préceptes se mettent à entrer dans des administrations publiques sous couvert, en tout cas sous l'argument de l'efficacité. Et c'est à travers cette efficacité, cette prétention à l'efficacité, qu'elle va s'imposer non seulement dans le secteur privé, mais dans le secteur public, et ensuite déborder même toutes les catégories de la vie, avec l'explosion du monde numérique, les réseaux sociaux, le fonctionnement de la téléphonie informatique, c'est-à-dire que tout ce qui peut se mesurer et se réguler aura tendance à l'être, jusqu'aux comportements les plus intimes en fait de l'homme contemporain.
On a en tête ces joggeurs ou ces sportives qui s'équipent d'un bracelet numérisé pour compter je ne sais quoi, répondre à leurs messages en même temps qu'ils courent et autres. Cette espèce d'homme augmenté en passe de devenir un cyborg, c'est un peu l'allégorie de cette cybernétique qui compute tout et qui entend tout contrôler. Oui, parce qu'on essaie de chiffrer absolument tout. Donc toutes les activités humaines qui peuvent être chiffrées vont l'être, que ce soit des évaluations, des mesures, des captations. Il y a toutes sortes de biais pour transformer toutes les activités humaines en chiffres que l'on peut ensuite comparer et que l'on peut ensuite comparer à d'autres chiffres qui seraient plus bas ou plus rapides ou plus efficaces, justement pour essayer de le diriger vers une espèce d'efficacité prétendue. Mais cette efficacité, elle est évidemment toujours orientée vers le sens du moins d'efforts, moins de coûts, moins. En fait, c'est cette rationalité purement utilitaire qui s'applique dans tous les domaines possibles. Et c'est à ce titre-là que la cybernétique a pu devenir quelque chose de totalisant et la gestion devenir quelque chose de totalitaire. Et en quoi elle te paraît cette gestion devenue gestionnite? Gestionnite, c'est comme une espèce de fièvre, ou c'est comme une espèce de bubon. Tu utilises d'ailleurs beaucoup la métaphore médicale, même si tu te défends de ne pas être tout à fait médecin, Alain. La métaphore de la maladie. De la maladie, en revanche. Qui est un fait qui existe aussi en dehors du médical. Mais oui, effectivement, j'utilise beaucoup la métaphore du cancer parce que la prolifération de ces questionnaires, de ces évaluations, de ces formulaires à remplir, par exemple dans le monde du travail, tend à supplanter l'activité de travail réelle et on ne compte plus le nombre de professions où les gens sont à bout, tombent comme des mouches de burn-out parce qu'il y a cette prolifération de gestion à remplir et à nourrir de chiffres au détriment du travail pour lesquels ils étaient censément engagés. Donc c'est la cellule cancéreuse, les métastases du corps social qui se nourrissent des cellules saines que serait chaque acteur ou actrice sociale qui, elle, est submergée par... Alors, comme tu utilises, je le disais, sur un ton faussement neutre, une ironie extrêmement bien placée, hein, avec des traits, comment tu t'y prends justement pour dénoncer ça? Parce que tu fais aussi une histoire du capitalisme en quelques phrases dans certaines chroniques depuis le XVe siècle et tu pointes le croisement d'un paradoxe en fait insoutenable, ce qui devait être un progrès par cette rationalité gérée, gestionnaire, utilitaire, devient exactement le contraire du progrès des Lumières. Oui, parce qu'en fait, cette efficacité, elle est prétendue. À certains niveaux, elle est visible, par exemple la baisse des coûts et sur des plans purement de bilan financier, on arrive à faire apparaître une efficacité, mais en réalité, l'activité est en général paralysée, l'innovation est freinée parce que avec toutes ces couches de gestion et de formulaires, de moins en moins de marges sont laissées à des tentatives, des expérimentations, des essais. Donc ça décourage qui que ce soit d'essayer des choses. Donc l'innovation est freinée. Le temps perdu à remplir ces formulaires, enfin, David Graeber parlait de bullshit jobs, le nombre d'emplois aussi qui sont consacrés purement à ces travaux de gestion au détriment des tâches réelles explose. Donc l'efficacité réelle, si on regarde à un niveau macro de l'ensemble de la société humaine, elle n'est pas là, elle est totalement absente. C'est pour ça que j'ai aussi utilisé cette métaphore du cancer, parce qu'on aboutit à une paralysie, à un étouffement morbide de ces forces-là. Et si c'était uniquement le capitalisme, ça serait déjà grave, mais ça serait moins grave que ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça colonise tous les champs de l'expérience humaine, c'est-à-dire tous ceux qui échappaient au capitalisme et à la mesure et au chiffrage et à la rentabilité, non seulement le secteur public,
mais les vocations, les professions artistiques, le monde associatif, le sport, les relations amoureuses, tout ce qui est de l'ordre En fait, il y a plus grand-chose qui échappe à cette logique, sauf peut-être les comportements criminels ou religieux extrêmes ou les issues dans la drogue. Mais même là, on va encore trouver des possibilités de réguler sa consommation de cocaïne pour pouvoir continuer à travailler tout en prenant de la cocaïne. Donc, quelque part, c'est désespérant. Ça a colonisé bien au-delà du capitalisme. C'est notre expérience immédiate du monde, des autres et de la vie qui est colonisée par ce chiffrage. On n'a qu'à simplement se souvenir le nombre de questions auxquelles on a dû répondre sur son smartphone, parce qu'on venait simplement de solliciter un service et autres, et avant d'en obtenir la réponse, avez-vous été satisfait de ce questionnaire? Était-il bien posé? Il faut répondre oui, il faut répondre non. Si on se trompe, on est évidemment complètement éjecté sur un autre champ, et puis on a perdu finalement l'intention du départ, ça on voit bien. Mais tu utilises, comme tu es écrivain, érudit, que tu aimes les mots, que tu aimes la sonorité des mots, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans une des chroniques. Tu dis, c'est vraiment le triomphe des fesses Mathieu. Oui, parce qu'effectivement, Dis-nous ce que c'est qu'un fesse Mathieu. Non, mais je ne m'inscris pas dans une histoire de l'économie, ni même véritablement dans une histoire du management. Mon approche, elle est avant tout littéraire. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi l'emploi des mots qui est fait dans le langage gestionnaire. Comme par hasard, il y a beaucoup de mots qui commencent par optime ou effique. Comme par hasard, on va transformer certains vocabulaires, des cotisations vont devenir des charges, etc. En fait, il y a toute une idéologie du moindre coût qui traverse ce champ de la gestion et en fait qui se retrouve toujours dans la même logique, c'est-à-dire celle d'une radinerie, d'économie de bout de chandelle, d'aller gratter partout où l'on peut gratter pour économiser, et cela même dans des domaines où il faudrait au contraire laisser libre cours à la dépense la plus entière. Georges Bataille a assez théorisé sur la dépense pour qu'on sache que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'être humain. Donc la gestion s'oppose à cette profondeur presque pulsionnelle de l'être humain. Elle va à l'encontre. C'est pour ça aussi que tant de gens pètent les plombs. Dans cette économie et ce vocabulaire de cette gestionnite globalisée, tu pointes beaucoup ce qu'on appelle un apocope, voilà, j'y viens, comme, c'est le cas de le dire, comme le fameux COM qui suit en général un champ de recherche. Donc, comme pour communication, comme pour commerce, et ça a tellement colonisé notre imaginaire que tu y vois effectivement la radinerie mentale qui est en train de nous étouffer. Oui, c'était d'ailleurs le premier nom des domaines Internet, celui qui a eu le succès, mais parce qu'il fusionnait deux champs, celui du commerce et celui de la communication. Donc on s'est retrouvé avec ce com qui était très, très populaire. Et comme par hasard d'ailleurs, le commerce et la communication, ce sont aussi deux domaines qui étaient du ressort d'un dieu grec qu'on appelle Hermès. Or, Hermès, c'est aussi le dieu des voleurs. Donc, c'est le dieu des marchands, c'est aussi le dieu des voleurs. Donc, ce com qui prend toute la place, non, il ne prend pas toute la place. Ce com qui s'impose comme un des apocopes, on dit un ou une apocope? On vérifiera. Une des apocopes, c'est à la fois une sorte de petit bribe linguistique qui ressort de l'efficacité, comme le optime, comme le effique, mais... C'est toujours des diminutifs au sens propre du terme. Ça diminue le champ du sens aussi. Ça diminue, mais ça constitue aussi une espèce de novlangue technocratique, technolatrique, qui a
son charme pop aussi, d'où son succès, parce qu'il il y va du raccourcissement des mots, des sonorités comme ça explosives, optimes, comme, ce sont des mots qui sonnent agréablement pop, donc leur triomphe contemporain se nourrit aussi de cette pop culture. Ça, j'entends bien, mais toi, cette pop culture que tu aimes fréquenter, que tu aimes peut-être aussi exprimer dans des performances, parce que tu es aussi performateur ou performeur, Alain Freudiguer. Moi, j'aimerais aussi comprendre ce qui, par le biais de ce vocabulaire, alerte l'écrivain que tu es. Est-ce que ça te permet de dire, convoquons tous les mots qu'on n'utilise plus dans ce rétrécissement du vocabulaire? Est-ce que ça t'aide aussi à être un peu mieux écrivain, chroniqueur et autres, par antithèse à ce grand mouvement de la gestionnite? Alors, ce que je sais, ce que je me rappelle, c'est qu'une des premières expressions qui m'a alerté sur la gestion et la gestionnite, c'était l'expression ressources humaines, de considérer les êtres humains, les employés d'une entreprise comme des ressources, c'est-à-dire comme quelque chose de presque équivalent à du minéral. D'ailleurs, il y avait un autre mot terrible aussi qu'on trouvait à cette époque-là, qui a un peu disparu aujourd'hui, mais c'était des gisements de main-d'œuvre, comme si les chômeurs ou les êtres humains étaient là comme des nappes de pétrole je sais pas, des filons de tungstène ou d'or. Et je trouvais ça terrible d'associer ainsi l'être humain à des ressources. Évidemment, ça a attiré mon attention, mais j'étais aussi attentif au langage, que ce soit à travers Orwell, à travers Victor Klemperer et son travail sur la langue du Troisième Reich. Enfin, il y avait du matériau préalable. Donc, ce qui ensuite attire mon attention, c'est simplement ce langage dans lequel on baigne. Et moi, comme peut-être mon travail, c'est aussi cette attention aux mots, peut-être que j'y suis un peu plus sensible ou que je suis plus vite agacé par ces mots qui sinon coulent tout seuls et ne donnent pas l'impression d'être si terribles que ça. Mais quand on essaie de les penser ou de les sortir ou de les retourner, on voit que c'est une manière de penser problématique. Il ne s'agit pas de... Comment dire? C'est comme aussi cette disparition des usagers, des auditeurs, des téléspectateurs. Il n'y a plus que des clients partout ou des consommateurs. On consomme la radio, on consomme la télévision. Non, on écoute la radio, on regarde la télévision. Le fait de consommer, ça induit un autre rapport. Mais tous ces changements de vocabulaire s'opèrent de manière subreptice et si on n'a pas cette attention aux mots, eh bien, on se fait prendre dans un filet sans le savoir, puisqu'on sait que la pensée est tributaire des mots dont elle se sert. Tu m'as offert une transition, puisque tu as dit tout ce vocabulaire autour de la gestion du management, dont tu fais ces 30 chroniques, cool comme ça, sans qu'on en ait conscience. Et c'est justement dans une société très liquide comme la nôtre que peut couler ce type de vocabulaire comme ça, comme à la surface, en nous entraînant dans son courant. Et puis à ce propos, j'aimerais quand même rappeler cet épatant roman que tu as fait paraître chez Elie Selas, Liquéfaction, où tu développais par une fiction, quelqu'un qui va dériver dans un courant originaire tout à fait extraordinaire, beaucoup de réflexions philosophiques sur notre époque, comme par hasard. Et puis, tu distingues, alors on va pouvoir parler aussi, parce que tu es médiologue, Alain, tu utilises aussi beaucoup les outils, les objets pour expliquer l'époque. Et j'avais jamais réfléchi à la distinction essentielle pour toi sur ces mouvements liquides ou sur ces plans d'eau entre un hydroglisseur et un aéroglisseur. Et tu es le premier à m'alerter sur la différence essentielle par rapport à l'usage du monde que peut faire un hydroglisseur par rapport à un aéroglisseur. Tu m'expliques? Ça vaut une alerte à Malibu, hein. Oui, mais c'est-à-dire, effectivement, lorsque je travaillais sur ce roman Liquéfaction, qui est un roman de l'élément liquide, je me suis intéressé de très près à tous
tout ce qui pouvait toucher aux masses d'eau et à la liquidité, et aussi aux moyens de se déplacer dessus, dessous, à travers. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ces hydroglisseurs et ces aéroglisseurs. Parce que, par ailleurs aussi, différents auteurs ont théorisé notre époque comme étant celle de l'âge de la glisse, où on reste à la surface des choses, et les gens se déplacent en trottinette, en patin à roulette. Il y a une sorte de vitesse et d'éléments de lissage comme ça. Exactement, lissage, glissement perpétuel à la surface des choses. Qui permet aussi d'échapper à la prise, de rester dans cette fluidité souple. Enfin, ce sont des éléments anthropologiquement très, très présents. Donc, moi, je suis remonté à ces deux véhicules que sont l'aéroglisseur et l'hydroglisseur. D'abord parce que moi-même, je les confondais au départ. Et puis, à force d'essayer de les distinguer, j'ai élaboré une sorte de petite théorie sur ce qu'implique telle ou telle approche par rapport à une surface liquide. On a un hydroglisseur qui, lui, est en gros, c'est un bateau, simplement il a une hélice non pas dans l'eau, mais dans l'air. Donc il est propulsé par l'air, mais il se déplace à la surface de l'eau, tandis que l'aéroglisseur, lui, il repose sur un coussin d'air juste au-dessus de l'eau, et il ne touche pas l'eau. Donc en fait, il épouse la surface de l'eau sans la toucher. Pour peu que les reliefs ne soient pas trop prononcés. Les reliefs ne soient pas trop prononcés, sinon il ne peut plus se déplacer. Tandis que l'hydroglisseur, lui, est en contact avec son environnement, mais il peut le faire également lorsque l'environnement s'agite. Et à partir de là, j'ai élaboré une petite théorie des comportements possibles face à son environnement. L'effleurement, le fait de le modifier ou pas, de le toucher ou pas, de garder une sorte de force de réaction, ou au contraire d'être influencé en retour par son environnement. Et puis j'ai élargi cette réflexion ensuite aux navires, aux sous-marins, à l'hydravion, parce que finalement ce sont toutes des manières différentes d'entrer en rapport avec la surface liquide. Mais Alain, dis-moi pourquoi l'aéroglisseur te paraît préférable pour mieux vivre dans son environnement par rapport à l'hydroglisseur qui te paraît beaucoup plus brutal, plus dominateur. Pas du tout. Moi, je ne prends pas parti pour aucun des deux dans cette chronique. Il n'y en a pas un qui me semble préférable. Simplement, j'explique ce qu'implique tel ou tel comportement. Ah, tu tranches pas. Moi, je n'ai pas tranché entre ces deux. Et si je devais vraiment trancher, je trancherais peut-être plutôt pour un des exemples dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le sous-marin, l'hydravion, le navire, ou la dérive de l'épave. Je crois que je choisirais la dérive de l'épave. C'est peut-être mon vieux côté... Capitaine Nemo. Situationniste. Ah oui, alors évidemment. D'accord. Alors là, on revient à Guy Debord. On va pas pouvoir tout aborder. Mais Capitaine Nemo, oui, petite allusion. Ma grand-mère habitait à côté du Capitaine Nemo, c'est-à-dire James Mason, qui habitait à Corzo autrefois. Et je l'ai vu étant enfant, donc bien sûr, le Capitaine Nemo, ça me parle aussi. D'accord, de ce film que Kirk Douglas incarnait, où on y voyait magnifique. C'était donc une pieuvre géante, tournée par Walt Disney dans les années 50. Manière de retourner dans l'eau, on est tout à fait d'accord. On y retourne toujours. Tout à fait. Alors, ce que j'aimerais aussi un peu aborder avec toi, en quelques phrases, c'est que tu n'es pas seulement dans le constat souvent atterré ou encoléré et pertinemment ironique contre cette gestionnite, mais tu nous suggères des moyens de résistance, une forme de néoludisme contemporain. On va juste rappeler que Ned Ludd, c'était ce meneur des tricoteurs et moutonniers anglais qui, au début du 19e siècle, ont cassé les machines à tisser parce qu'ils y voyaient la menace sur leur travail artisanal par rapport à cette première industrialisation. Il y a chez toi un côté ludiste aussi. Comment penses-tu pouvoir ou nous entraîner à lutter contre cette gestionnite imbécile et généralisée ?
Il y a quelques remèdes que tu nous Il y a suggères. quelques remèdes qui sont, par exemple, de refuser au maximum de remplir ces questionnaires de satisfaction. Chaque fois qu'on nous demande de chiffrer et qu'on n'a pas besoin de le faire, de refuser de le faire, déjà. Ensuite, il y a d'autres moyens, ça serait d'exiger que ce temps passé à chiffrer soit lui aussi chiffré, parce qu'en général, il n'apparaît nulle part. Euh, il y a aussi Le chiffre qui s'auto-dévorerait comme ça, hein, c'est ça? Oui, mais parce que ça force à être toujours à côté de soi. Je dois évaluer mon activité, je dois penser à mon activité, et je suis tout à coup comme à côté de moi. Et ça, forcément, quand on pratique une activité avec sérieux, on est en plein dedans. Donc le fait d'en sortir pour y rentrer à chaque fois, déjà, ça gâche le travail et l'activité en question, mais ensuite, ça fait perdre beaucoup de temps. Or, ce temps n'est pas comptabilisé. Alors, il faudrait peut-être exiger qu'il le soit. Il y a d'autres choses aussi possibles. Ce sont, par exemple, de toujours privilégier les, il y a parfois encore, je pense qu'un jour ça va disparaître, mais il y a parfois encore dans les questionnaires des cases autres ou divers, etc. Toutes ces cases plus vagues, les utiliser le maximum possible, Systématiquement, oui. si possible. Mais le meilleur moyen, c'est encore d'attendre que la gestion elle-même s'effondre. Non, elle ne va pas s'effondrer, mais elle va forcément, au bout d'un moment, prendre en compte le fait que ces mesures sont très éloignées de la réalité. Et puis, tu réhabilites ce que le secteur public, on en parlait au début avec le New Public Management, ce que le secteur public pourrait reprendre en termes de production de biens et de services contre l'obsolescence programmée que nous infligent toutes les entreprises privées, multinationales et autres. Pourquoi pas demander au service public, à l'État ou des organismes étatiques ou para-étatiques, de reproduire, c'est le cas de le dire, de reproduire les objets que le privé ne veut plus faire par souci de rationalisation extrême. Oui, alors ça, c'est une proposition un peu narquoise, mais quand même quelque chose qui m'a frappé. Euh, Une Quand fois, j'étais enfant, il y avait encore quelques produits dont l'argument de vente était la durabilité. Certains jouets, certaines marques promouvaient le fait que c'était durable. Or ça a totalement disparu parce que quelque chose de durable ne se vend qu'une fois ou peut-être deux et ça n'a aucun intérêt économique. Et tout ce pan de la fabrication industrielle qui consiste à construire des objets durables a disparu du marché privé. Alors cette proposition visait à dire que le public pouvait se lancer là-dedans dans la production de biens durables, puisque ce ne serait en aucune manière une concurrence déloyale, puisque ce champ est abandonné par le privé. voilà, on va y réfléchir parce que ça me paraît une très bonne suggestion. Et puis on va terminer avec un objet dont tu m'as appris en fait finalement toute la malice que tu détournes de son usage premier et qui montre comment tu travailles sur les objets, sur notre contemporain, Alain Freudiger. Cet objet qui te fascine, c'est le Stabilo-Boss. On sait tous ce que c'est qu'un surligneur fluorescent, mais toi, alors, tu en fais véritablement un moment poétique assez rare. Et j'aimerais bien que tu nous parles du Stabilo-Boss. Le Stabilo Boss, oui, alors je me suis amusé à écrire ce qu'on pourrait appeler une sorte de mythologie en hommage à Roland Barthes sur le Ces Stabilo Boss. mythologies où il reprenait la déesse, beaucoup d'objets comme ça qu'il analysait aussi finement et ironiquement que toi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ce Stabilo Boss, en fait, je pars d'une étymologie que je choisis réelle, c'est-à-dire stab en anglais, to stab, ça veut dire poignarder, et la contraction de stab et stylo, ça donne stabilo. Donc c'est le stylo poignard du boss, du chef. Et à partir de cette étymologie, j'élabore cette mythologie de ce stylo qui surligne les erreurs dans les rapports, dans les différents formulaires, les oublis, les erreurs, les choses à corriger. Objet contondant du crime à venir, c'est ça?
Oui, et en plus, il ne se contente pas de souligner comme le stylo rouge qui est déjà assez agressif, mais il surligne avec une espèce de luminescence pop, on revient au pop, dans la fluorescence jaune à l'origine, mais en fait il y en a de toutes les couleurs. Voilà. Mais c'est évidemment une étymologie fantaisiste, cette histoire de poignard. Mais parfois, les étymologies sont plus réelles que les étymologies véritables. Et c'est avec ces détournements d'objets et ces détournements de mots, Alain Freudliger, que dans du management et ou de chronique, tu fais vibrer ton époque en la poignardant quand il faut. Et je trouve ça épatant. On ne pourra pas parler non plus de quelques escapades que tu suggères en Irlande, en Finlande, un pays que tu aimes beaucoup, et puis aussi les voyages de Bougainville que tu réinterprètes à la fin du volume. Alors ce voyage, on va laisser nos spectatrices et spectateurs le tenter en te lisant. Et puis je te remercie beaucoup. J'ai envie de t'offrir un Stabilo Boss d'une petite couleur. J'en ai choisi un dans la collection Aventure et il me semble qu'il te permettra peut-être d'écrire ton prochain livre. Merci Alain. Merci Christian.